déjà entendu parler de psychothérapie institutionnelle? Non. Bon, je m'en doutais un peu. Alors, je vais vous montrer quelques images où l'on voit où c'est né et dans quelles circonstances. Ok. Voilà, c'est né à Saint-Alban, en Lozère. François Tosmilet, c'est celui qui est au milieu avec la moustache, voilà, qui salue. C'est drôle, ils sont tous en costume, il n'y en a pas un seul en blouse blanche. Voilà, c'est aussi le début des ateliers d'ergothérapie en France. Ah, ben on va t'activer. Ah, vous avez le rotatif de pro. Ah, mais c'est passionnant. Ah oui, venez, on va se renseigner. Je veux en savoir plus sur Toscaïès. Et moi sur toute l'équipe. Ah oui. Quelque temps après. Portrait croisé. Croisé. Les copains, écoutez ce qu'on a trouvé en faisant des recherches. Vas-y, Fabienne. Moi, Lucien Bonafé, c'est en tant que résistant que j'ai été proscrit de Paris qu'il a fallu que je détale, parce que la police française avait commencé à trouver ma trace, m'a dit le directeur de Sainte-Anne. Bon, ça va, j'ai compris, faut détaler. On va encore continuer à brouiller les pistes. Et c'est comme ça que je suis partie à Saint-Alban. J'avais 29 ans et j'en avais déjà vu des verts et des pas mûrs. Lucien Bonafé est un militant communiste, grande gueule, autoritaire et combatif, mais proche aussi des milieux du surréalisme. Il arrive en 1943 dans un hôpital que dirigeait déjà son grand-père. Il a passé ses vacances en hôpital psychiatrique, en dessinant avec des fous. Vous imaginez? C'est ça son enfance. L'enfance d'un psychiatre. Et je suis donc repartie à Saint-Alban. Et là, je tombe dans une structure d'accueil des proscrits, avec un grand accueillant de la proscription qui était Balvé, le docteur dont j'ai pris la suite. Balvé avait caché des juifs dans la maison. Il y avait déjà eu l'autre grand proscrit que Balvé était allé chercher au camp de Sept-Ponts avec les réfugiés d'Espagne. François Toscaïès. Je suis arrivé ici le 6 janvier 1940 venant d'un camp de concentration de Sept-Ponts. C'est où? Des libertaires et condamnés à mort par le régime franquiste. C'était un drôle de petit gars. Il payait pas une mine, mais il était surdoué.
Il commence médecine à 15 ans. Et passionné par la folie humaine, il devient psychiatre à 23 ans. Et à 24 ans, il s'engage dans la milice antifasciste. Il crée sur le front une cellule d'urgence médico-psychologique, un service psychiatrique pour soigner les traumatisés directement sur place. C'est l'invention de la psychiatrie de secteur, soigner au plus près de la vie que mènent les patients. Et il commence par l'urgence, soigner les médecins. Pour qu'il perde la peur. Et vous savez qu'il a embauché comme personnel pour l'aider sur le front? Comme on lui a refusé des infirmières prises pour un combat plus noble, il s'est demandé qui je pourrais trouver, qui a de l'écoute, pas froid aux yeux, et de la chaleur à donner. Mais ça, c'est tout à fait le boulot des prostituées. Et il est parti sur le front, avec comme infirmière psy, des putes. Sauf qu'il est anarchiste. Et libertaire. Et libertaire. Plutôt libertaire. Libertaire et catalan. Donc non seulement persécuté par le régime franquiste, mais aussi par les staliniens espagnols. Du coup, il décide de se réfugier de l'autre côté des Pyrénées. Mais il est arrêté et emprisonné parmi 450 000 autres réfugiés politiques espagnols. Et ceci au camp de Cette-Faux. Oui, mais c'est où? Dans le Tarn-et-Garonne. Un jour... Non, ça va pas. Non. Vous allez voir. Un jour, al camp de concentration, ils reçoivent un télégramme signé préfète qui dit: Docteur Tosquelles, accepteriez-vous Un poste. Docteur Tosquelles, accepteriez-vous un poste à l'hôpital, dans mon hôpital de Saint-Alban? Il regardait dans les cartes. Il n'y avait pas Saint-Alban, ni même à peine la Lozère. Alors, à cette invitation comme ça de l'inconnu, il a dit oui. Pourtant, je crois que c'est un des lieux qui fait une très bonne psychiatrie dans un camp de concentration, dans la boue comme ça. C'était très bien, quoi. C'était très comique. Oui, comique parce qu'il y avait des militants politiques, bien sûr, des peintres, un guitariste aussi. Puis il y a des gens comme ça, là, qui n'ont rien à voir avec la... Enfin, si, il y avait quand même un infirmier psychiatrique. Bon, ça, c'est le seul exemple qu'on a trouvé dans ce circuit-là. Mais c'était vraiment très efficace, quoi. Et 15 jours auparavant, le directeur de cet unique hôpital psychiatrique de Lozère, le docteur Balvet, est allé voir le préfet de Lozère pour lui demander de la main-d'œuvre. Le préfet lui avait alors proposé de prendre à Saint-Alban des ouvriers du camp de concentration de Cette-Faux. C'est où déjà? Des Espagnols à bon marché pour les petits travaux de l'hôpital. Balvet lui avait répondu: s'il y avait des psychiatres, on pourrait voir. Ce à quoi le préfet lui avait rétorqué: mais monsieur, vous avez raison. Au camp, il n'y a que des criminels, donc pas de psychiatre. Et pourtant, si il y en avait un de psychiatre, le docteur François Tosquelles. Mais son diplôme n'est pas reconnu en France, alors il est engagé comme simple infirmier adjoint. Il m'a dit, le docteur Balvet. Mais qu'allez-vous faire? Moi, j'ai dit... Mais je sais pas. C'est la première fois que je vis près des vaches dans ma vie. Il faut que je connaisse les vaches et les vachers. Et avant de dire ce qu'on peut faire à l'hôpital, il faut aller voir le contexte. Je suis allée dans les foires du pays, les foires agricoles. Comme ça, je pourrais voir ce qu'on peut faire ici. J'ai passé comme ça 20 jours en faisant les foires agricoles. Avant de sortir dans le service ici, de sortir ma tête. En fait, très vite, le jeune psychiatre catalan François Tosquelles et le directeur de l'hôpital Paul Balvet ont pour priorité de nourrir les patients. Cela peut paraître banal, mais c'est une réaction rarissime. On sait maintenant qu'en France, pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu plus de 40 000 malades mentaux morts de faim. C'est l'extermination douce dans les hôpitaux psychiatriques.
Partout on meurt, faute de nourriture, mais surtout faute d'attention. Partout, sauf à Saint-Alban. Comment? L'institution doit s'ouvrir. L'extérieur aussi. D'abord, bon nombre de fermes avoisinantes manquent de main-d'œuvre. Et l'hôpital peut leur en fournir en échange de nourriture. Puis l'hôpital crée son potager. Une partie du personnel et 124 malades sont désignés pour activer la production agricole. Dans la ferme sont cultivés des choux, des raves, des poireaux, de l'ail, des haricots, des pois verts, des choux raves et des carottes. Mais le chou est le légume le plus abondant, à tel point que l'hôpital va produire jusqu'à 5 tonnes de choucroute qu'il va pouvoir vendre. Et ce n'est pas tout. Le travail des malades dans le cadre des ateliers d'écothérapie évolue. On leur fait fabriquer des choses utiles qu'ils pourront troquer contre des œufs, des fruits et d'autres denrées. Au final, Saint-Alban, loin de tout, sera l'hôpital qui aura perdu le moins de patients. Et si on racontait cette histoire? Oh oui, oui, mais comment? Eh ben, en imaginant des scènes et en les jouant. Oh, chouette, on va faire des impôts. Moi, ça m'intéresse d'écrire des scènes. Et moi, j'ai entendu une émission de radio avec la fille de Tosquelles. Moi, je vais vous faire entendre ce qu'elle a dit. Ça m'a beaucoup ému. Moi aussi. Et moi, j'en montrais bien des scènes avec Tosquelles. Moi aussi. Allez, on s'y met tout de suite. Quelque temps après. Irène et Claude Gasque, infirmiers, en semaine. La finition, la production, La projection. Affinita. On a juste le temps de souffler un instant à la maison. Le docteur Tosquelles a eu une bonne idée de donner une caméra aux patients. Et oui, du coup, ils ont les mêmes moyens que nous. Et ils arrivent à donner des images incroyables. Je suis impressionnée comme ils sont à l'aise, curieux, créatifs. Ils nous ont montré des choses qu'on n'avait jamais remarquées. Quand je pense à comment on les traitait avant, tu te souviens du gardiennage. Tout ce qu'on vous demande ici, c'est pas de crime, pas de grossesse, pas d'évasion. Ouais. Oh, aujourd'hui, j'ai l'impression de faire un boulot différent. Tout ce temps passé avec les malades, toutes ces journées et ces soirées, à parler, à écrire le journal, à chanter, à faire du théâtre, à vivre avec eux. Oui, on peut les aider à avoir une vie, leur vie. Et qu'est-ce que j'apprends avec eux? Il faut filer à la réunion du club. J'ai une idée à proposer. Ah, quoi? Dis-moi. Tu sais que ça me travaille cette injustice. Pourquoi nous, les infirmiers, on peut partir en vacances grâce au congé payé, et pas les malades? Ah oui, c'est vrai ça. Il suffirait d'avoir un bus. Ouais, un bus. Notre collègue Marie vient d'hériter. Et s'il avançait l'argent pour payer le bus, on pourrait partir en vadrouille avec les malades. Oh, oh, quelle bonne idée! Allez, viens! Oh, merci mon chéri! En fait, Marius, il n'avait pas hérité de grand-chose. Alors, on n'avait pas les sous. Il nous fallait 10 millions de francs. On ne les avait pas. On avait la banque, d'accord. Mais l'association n'avait pas 10 briques à foutre dans un bus. Le docteur nous a dit, faites un emprunt aux malades. Un emprunt aux malades? Mais si, faites un emprunt aux malades. Et ça a fait son chemin au cours des réunions du club. On a dit, on le veut le bus? Alors, est-ce qu'il y aurait quelques pensionnaires prêts à prêter un peu d'argent? Car ils étaient payés en ergothérapie. Il y avait le pécule traditionnel de l'administration, mais nous, on avait mis en place, en plus, un salaire de l'ergothérapie.
tu travailles, tu es payé. Et c'est cet argent qui circulait, vous voyez. Et finalement, on a fait un emprunt aux malades. On a eu le bus grâce aux malades. On l'a appelé l'abeille du Gévaudan. Et ma casquette de chauffeur. Et ça c'était là, on y va. Allez, vite, vite. Allez, vite, vite, vite. Allez, allez, Oh mince, j'ai oublié mon parapluie. Oh, ça tourne. J'ai le vertige. Oh, il est drôlement perché le village. Comme nous. ça grimpe. Ouf, 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 ouf. Chouette, ça se découvre. On est bien là. Oh oui. Oh, les vaches se sont échappées. Oh la vache, c'est la marade. Arrête de frapper, Gertrude. Tosqueliès et Marie-Rose. Saphir. Je suis arrivée à Saint-Alban en 1940. On avait traversé les Pyrénées à pied avec ma mère pour rejoindre mon père. J'avais 4 ans. Quand je suis arrivée, j'étais souffrante. Et mon père m'a dit que j'allais passer une... Radiographie. Je ne savais pas ce qu'était qu'une radiographie. Alors avec mon père, on est descendu jusqu'au service. Et dans les escaliers, j'ai croisé une femme squelettique assise sur les marches. Elle a tendu une main vers moi et je me suis réfugiée bien vite contre mon père pour fuir cette main. Quelques jours plus tard, s'est présentée dans notre petite maison comme une furie en camisole de force. Mon père a dit: Madame, si vous le permettez, ma fille et moi, nous allons détacher vos liens. Et si vous voulez, vous pouvez travailler avec ma femme qui vous indiquera les activités à faire. Alors avec mon père, on a déficelé la camisole de force. Et cette femme-là, cette furie, c'était le squelette que j'avais croisé dans les escaliers et dont j'avais eu la trouille. Elle arrivait tous les matins en camisole de force, accompagnée par 2 infirmières, car elle entendait des voix. Et elle se rebiffait contre ces voix qui l'insultaient. Puis elle répondait pareil. Puis, petit à petit, elle est arrivée sans camisole, puis sans infirmière. Je peux dire qu'elle avait partie de nos vies pendant plus de 18 ans, jusqu'à son décès. C'était Christine. Et quand on lui demandait comment elle s'appelait, elle répondait « Christine la désolée ». C'est comme ça que j'ai compris qu'une personne pouvait être délirante, elle n'en était pas moins humaine. Et je lui dois beaucoup. Ce qui me touche vraiment dans cette histoire, c'est l'intimité entre les gens, soignés et soignants. La confiance, même avec leurs propres enfants. Il y a des jeunes et des vieux ensemble. Ils avaient l'air heureux. Quelle belle utopie! Et où est passé tout ça? Et où est passé ce doux rêve? Maintenant, on est à l'ère financière. Et tout ce qu'on demande à l'hôpital, c'est d'être rentable. Le vivre ensemble, c'est pas la priorité. Alors qu'ici, on y voit une grande convivialité.
c'est quasi comme en famille. On peut y voir de l'épanouissement, on y voit des sourires. Écoutez ce que je viens de trouver. La psychiatrie, je l'appelle la décognaterie. Tu peux déconner à ton aise. Déconne, mon petit. On dit que c'est de l'association. Et moi, qu'est-ce que je fais quand il déconne? Je déconne à mon tour. Dans le silence, j'écoute comme une poésie. La musique, les intonations, le rythme, plus que les mots eux-mêmes. Et, de temps en temps, moi, je lui sors une petite interprétation, comme on dit. Première entrevue entre Tosquelles et un patient. Entrez. Bonjour, je me présente, je suis le docteur Tosquelles. Et vous, c'est François, Français en catalan, comme moi. Je vous en prie, asseyez-vous sur la chaise. Et maintenant, racontez-moi tout. La haute autorité qui me surveille m'interdit toute communication avec l'extérieur. Ah, mais je la connais bien, cette haute autorité. Pas commode, hein. Mais j'ai réussi à les neutraliser. J'ai coupé tous les micros. Tenez là-bas, un micro. Tchac, 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 tchac. Coup de micro. Et regardez là-bas, un autre micro. Tchac, 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 tchac. Coup de micro. Je le tiens à distance. Vous pouvez m'y faire confiance. Ils ont pris le contrôle du monde. Seuls les animaux seront épargnés. Ah, mais vous avez raison, il faut se rapprocher des animaux. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas non plus. Non, ça marche. Mais heureusement, nous avons des vaches à Saint-Alban. Et les vaches de Saint-Alban savent garder les secrets. Ils ont des espions partout, ils nous surveillent. Ils sont invincibles. Mais ils connaissent leurs points faibles. La haute autorité est allergique aux choux. Savez-vous planter les choux? Savez-vous planter les choux? À la mode, à la mode. Savez-vous planter les choux? À la mode de chez nous. Vous, Ambré, vous avez une voix de maestro. Je vous engage dans la petite chorale. Qu'est-ce que j'aimerais avoir un psychiatre comme ça? Parce que chez certains psys, c'est cache ton nom, carte vitale et au revoir. Hein. Alors il faut changer de psy. Cela demande un peu de courage, mais c'est tellement important de sentir de l'empathie dans l'écoute et qu'il y ait une vraie relation de confiance. Ben, je me rappelle une fois chez un psy, j'avais vraiment besoin de parler. L'entretien n'a pas duré 5 minutes. Il m'a même pris par le bras pour que je sorte. Des psys, il y en a qui te foutent dehors, d'autres qui t'enferment, et la plupart te cachetonnent. Moi, ce qui me semble le plus important, c'est le rapport de parole, d'échange, et puis d'avoir une éducation sur sa maladie. La clinique, parfois, n'apporte rien. La Maison Bleue, si. Je me souviens, moi, c'était la nuit. Je dormais bien, mais vraiment profondément. Puis tout d'un coup, je me suis retrouvé avec une lampe torche dans les yeux. Je regarde, je monte. C'était
l'infirmier qui me disait « Madame, madame, allez madame, réveillez-vous, c'est l'heure de prendre votre cachet pour dormir. » Véridique. Ça me rappelle à l'hôpital un infirmier psy qui me disait « Mais on va dans le mur. Il n'y a plus d'autre choix que la camisole chimique ou l'enfermement. Il y a eu des ouvertures avec Saint-Alban, la Borde, puis ça s'est refermé. Il n'y a plus de rapport thérapeutique en fait. Mais c'est quoi au juste le rapport thérapeutique? Je dirais que c'est une relation qui permet aux patients de gagner en autonomie et de s'épanouir. Pas mal, oui. Ah, ça, c'est un beau problème. Mais les gens à l'asile pour s'en débarrasser. Les personnes qui sont en psychiatrie, on leur fait pas confiance. On est tous des citoyens à part entière. Reprenons l'histoire de Saint-Alban. J'ai trop envie de revoir ce couple d'infirmiers, les gars. Oh, j'adore jouer le rêve. Oh, et moi, Claude. Irène et Claude Gasque, le dimanche. Oh chérie, je rentre de l'hôpital et j'ai l'impression d'avoir oublié ma pipe hier soir à la veillée, mais impossible de la trouver. Mon Claude, c'est bien toi ça. Mais regarde, elle est là ta pipe. Tu me sauves la vie, merci chérie. Oui, et qui as-tu rencontré? Eh ben, j'ai rencontré Marguerite et bah du coup je l'ai invitée à venir manger. D'accord. Tu sais, franchement en ce moment elle va pas fort. Hein. Tu sais, tu la connais, dans sa tête, enfin elle va avoir bientôt 65 ans, mais dans sa tête, elle a toujours l'impression d'en avoir 18. Oui, je sais. Et elle s'est mise en tête de se marier. Mais je sais, enfin, mon Claude. Ah bon, tu sais? Mais oui, à l'atelier broderie, les heures qu'elle passe à confectionner au crochet sa robe de mariée, c'est impressionnant. Mais elle est magnifique. Ah oui, elle est magnifique. Hein. Marguerite, elle se fait bonne, elle se maquille, elle se fait belle. Mais il y a un petit problème. Elle n'a toujours pas trouvé de mari. Mon Claude, enfin, non, c'est pas ça son problème. Ah bon, c'est quoi alors? Mais non, ce qui m'inquiète, moi, c'est qu'elle maigrit à vue d'œil. Ah oui, c'est vrai. Et puis, elle s'isole. Ah. Et comme Tosqueliès nous le dit toujours, l'isolement est à l'origine de la maladie. Et au cœur de notre démarche thérapeutique. Aïe, aïe, aïe. D'ailleurs, j'ai parlé de Marguerite à Tosqueliès. Il m'a dit qu'il la verrait dès demain matin. J'espère vraiment qu'il va pouvoir la requinquer avec une bonne rigolade et une pirouette, comme lui seul sait si bien le faire. Eh bien, c'est justement pour la requinquer que je l'ai invitée à manger. Alors, qu'est-ce que tu vas lui préparer de bon? Ben, j'ai du potiron. Oh. Un bon soufflé au potiron. Au jambon à l'ail. Ah, pas mal. Du pain et du fromage. Ah oui. Et je peux même lui préparer un gâteau au marron. Oh, avec un festin pareil, elle va croire que c'est son propre repas de noces. Mais nous n'allons pas la contrarier. Nous allons même essayer d'en rire avec elle. Oui, on va rigoler, on va s'amuser. Ah ouais. Mais oui, c'est pas le tout d'inviter. Oui. Après, c'est moi qui cuisine. Tu veux bien m'aider à appeler le potiron? Viens ma chérie, que je te pèle le potiron. Oh mais va me le chercher à la cave alors s'il te plaît. Et ramène-moi aussi des œufs du poulailler. Tout de suite ma chérie. Je vais commencer à préparer le gâteau mon amour. D'accord mon cœur. La lettre de Marguerite. Je suis morte 122 fois. J'ai été 11 fois écrasée. Je me suis mariée 7 fois. Maintenant, j'entends quelqu'un qui me parle moralement dans mon plexus solaire. J'ai tous les os brisés, le cœur réparti. Je crois que je n'ai même plus de plexus solaire. On l'a transposé. On a été obligé de me couper un morceau de mon bras et on me l'a remis.
Je demande du chocolat au lait le matin pour mon petit déjeuner. On me donne une soupe à l'eau le matin, une à midi, une le soir. Croyez-vous que je puisse avoir une bonne santé? Les yeux s'exorbitent, le nez pleure. Et comme on ne me donne ni omelette, ni poulet, ni lapin, jugez de la santé que je peux avoir. C'était la lettre de Marguerite et sa magnifique robe de mariée. Quel artiste! Tosqueliès est forestier, le précurseur de l'art brut. Très intéressante la réunion ce matin, hein? Ouais. Un peu long peut-être, souvent ça déborde. Hein? C'est sûr. Mais intéressante. Hein? Ah, tu le connais? Non, je ne connais pas. Ah. Il ramasse des miettes de n'importe quoi, tu vois, tic, 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 comme ça. Il a son petit coin là, à côté de la cuisine, il est tranquille là. Il ramasse ses histoires et il sculpte. Il articule ses fragments. Oui, je vois ce que tu veux dire. Il se réhabille avec le monde. Ah, oui, pas mal ça. Bon, François, j'ai faim, moi. Je vais au réfectoire. D'accord, je te rejoins. Hein? Alors, tu as fini une nouvelle œuvre, paraît-il, mais qu'est-ce que c'est? C'est un bateau. Oui. Et grâce à ma sculpture, je voyage dans ma tête. Et tu voyages souvent? Je voyage des centaines, des milliers de fois. Wow! Et ton bateau, est-ce qu'il peut accueillir des personnes, des gens comme moi? Non, c'est complet. C'est complet. En fait, mon bateau, tous les passagers qui l'accueillent, c'est moi. C'est mes différentes personnalités. Et beaucoup. Ah, je comprends. Tous ces passagers, c'est des fragments de toi. Et tu peux les réunir dans ce bateau? Ben oui. Il n'y a que comme ça que j'y arrive. Il me faut un grand bateau. Tu sais bien que je prends toute la place, moi. Non, oui, mais c'est vrai, c'est ton bateau, il est grand, il est costaud, il est magnifique. Oh, ton bateau. Oh, oh. Tu es le plus grand des bateaux. Oh, oh. Et tu nous guides sur les flots. Oh, oh. Vers ce qu'il y a le plus beau. Mais mon bateau, s'il ne flotte pas, je coule. Et si ça souffle trop fort dans ma tête, je suis contente de pouvoir me poser dans un port. Et ce port, c'est Saint-Alban. Ah, c'est beau. Alors, il y a le bateau, le port, par là, le port. Au loin, le port, hein, là. Mais et moi? Je suis qui? Toi, t'es plutôt comme l'eau. Grâce à toi, j'arrive à flotter. Ça me plaît. Ton bateau, c'est une création de toi. Il est là dans tes mains, tu l'as créé, mais il est aussi là dans ta tête, avec toutes ses personnalités. Allez, toi, ton bateau, tes personnalités multiples, et moi, maintenant on va les manger au réfectoire. Ah. Toi, on va aller manger au restaurant du port. Et justement, pas de poisson au menu, mais du calamar. Ah, du canard. Ok, Doc. Ok, Doc. Quoi, quoi. Doc. Quoi, quoi.
C'est drôle, toi. Allez, on y va. Liberté! Sur mes cahiers d'écoliers, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre, sang, papier ou cendre, j'écris ton nom. Sur les images dorées, sur les armes des guerriers, sur la couronne des rois, j'écris ton nom. Sur la jungle et le désert, sur les nids, sur les genêts, sur les coups de mon enfance, j'écris ton nom. Sur les merveilles des nuits, sur le pain blanc des journées, sur les saisons fiancées, j'écris ton nom. Sur les champs, sur l'horizon, sur les ailes des oiseaux et sur le moulin des eaux, j'écris ton nom. Sur chaque bouffée d'aurore, sur la mer, sur les bateaux, sur la montagne des mantes, j'écris ton nom. Sur la mousse des nuages, sur les sueurs de l'orage, sur la pluie épaisse et fade, j'écris ton nom. Sur les formes scintillantes, sur les cloches, les couleurs, sur la vérité physique, j'écris ton nom. Sur les sentiers éveillés, sur les routes déployées, sur les places qui débordent, j'écris ton nom. Sur le fruit coupé en deux du miroir et de ma chambre, sur mon lit, coquille vide, j'écris ton nom. Sur mon chien gourmand et tendre, sur ses oreilles dressées, sur sa patte maladroite, j'écris ton nom. Sur la vitre des surprises, sur les lèvres attentifs, bien au-dessus du silence, j'écris ton nom. Sur mes refuges détruits, sur mes phares écroulés, sur les murs de mon ennui, j'écris ton nom. Sur la santé revenue, sur le risque disparu, sur l'espoir sans souvenir, j'écris ton nom. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, pour te nommer. Liberté. 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 En 1941. Diffusé en France puis à Londres, il est parachuté à des milliers d'exemplaires par la Royal Air Force lors de ses passages au-dessus du territoire français. Cela devient le poème de la résistance. Paul Éluard doit se cacher plus que jamais. Il est en fuite. Il a 47 ans. Il arrive à Saint-Alban en novembre 43 avec sa famille et sa fille Cécile. Ils y resteront jusqu'en février 44. Le poète se cache. Le poète a toujours froid. Sa femme Minuche porte souvent le matin ses vêtements pour les lui réchauffer. Paul Éluard et sa femme Minuche. Paul Éluard venait souvent au service et à la salle commune. Il semblait distrait, toujours discret. Il avait l'air à la fois très distingué et très peuple. Très jeune et très vieux, très enthousiaste et très calme. Vivre dans la proximité des fous, embrasser l'existence quotidienne, ce sont des vies qui enrichissent la poésie et notre vie. Éluard était un ange. Un ange à l'intérieur comme en parole. Il crochetait de la parole toute la journée, parce qu'il avait froid, Éluard, quoi. Il s'enveloppait de paroles chaudes, magnifiques, quoi. La nuit n'est jamais complète. Il y a toujours, puisque je le dis, puisque je l'affirme, au bout du chagrin, une fenêtre ouverte, une fenêtre éclairée. Il y a toujours un rêve qui veille, désir à combler, fin à satisfaire, un cœur généreux, une main tendue,
collectif et des lieux d'échange. Et pour cela, il faut abattre les murs, enlever les barreaux, supprimer les serrures, prenez ces pioches et ces maillets et détruisez vous-même les quartiers cellulaires. Cassez les murs, hey! We don't need no medication. We don't need no self-control. No dark sarcasm in the clinic. Hey, doctor, give to the lad a life. Hey, doctor, give to the lad a life. Hey, doctor, give to the lad a life. Ah bah, la folie normative de l'hôpital. La sortie. Un métier. Un mari. Des enfants. Et la retraite. Des fauteuils pour les mémés. Des loisirs pour les jeunes. Soyez réalistes. Demandez l'impossible. Ouvrez les portes. Et terrain de pétanque. Un lave-vaisselle. Un lave-vaisselle. Oui, c'est moi. C'est toi, c'est toi. Tu veux bien nous lire la lettre de ce malade? Bien révolutionnaire. Hey, ça fait comment déjà? Gérard. Sacré Gégé, hein. La lettre de Gérard. J'ai appris que dans 6 mois, il y aurait à nouveau les barreaux. Si on doit faire la révolution, eh bien on l'a. Non. Si notre direction doit également enlever les sorties à l'extérieur et faire remonter les murs, cela risque de chier. Et il ne faut pas oublier, cher directeur, que si on ne nous considère pas comme des humains, tout le monde se retournera contre vous. Avant de faire cet article, croyez que j'y ai bien réfléchi et que je ne délire pas. En plus de tout cela, pourquoi retourner aux Pointeuses alors que l'hôpital de Saint-Alban a des 20 ans d'avance sur les autres hôpitaux de France? Pour quelle raison voulez-vous revenir en arrière? Je vous ferai remarquer que si nous, les malades mentaux, n'avons pas le droit de faire grève, partie d'un syndicat, nous avons le droit de le soutenir pour une histoire pareille. Et je tiens à vous le répéter, nous sommes tous concernés. Si je dois ajouter autre chose, je dirais que nous devons convaincre pour défendre le respect humain. Voilà, ça c'est signé Gérard. On sent bien les années 70 là. Mais la vraie révolution, c'est dès la fin des années 40 qu'elle a lieu. Quand Saint-Alban, quand Toscaïès fait abattre les murs et fermer les chambres d'isolement. Pour que l'espace de l'hôpital ne soit pas un lieu d'enfermement. Et qu'on puisse alors imaginer y faire des choses ensemble. Les malades avec les soignants. Très vite, de l'ergothérapie bien sûr, mais aussi un club, des veillées, un journal et très vite, du théâtre. Mais Saint-Alban, c'était il y a 50 ans. Il faudrait que l'hôpital psychiatrique se souvienne qu'à une époque, ça s'est passé comme ça. C'était novateur pour l'époque. Mais je me demande jusqu'à quel point ça ne l'est pas encore maintenant. À Saint-Alban, on a vu des murs tomber, alors que la politique actuelle, c'est de reconstruire des murs. Même à Saint-Alban. Et c'est un fois les castors. Alors ce qu'il faut pour aller mieux, c'est faire des choses ensemble. Écrire le journal, chanter, faire du théâtre. Le théâtre permet le dépassement de soi-même. Nous, ici, avec la troupe, on laisse de côté nos difficultés et on avance ensemble. Grâce à la solidarité et à l'entraide, on se lève, on est là, on a des droits. On a le droit d'être respecté humainement, d'être traité humainement avec respect. L'important,
c'est de reprendre confiance. Et puis, le théâtre, c'est fou le bien-être que ça nous donne. Ça permet de vider les soupapes. J'ai trop hâte de commencer une nouvelle pièce. Oh les amis, qu'est-ce qu'on va faire? Oh, si on faisait comme à Saint-Alban du cabaret. Ouais. Ou même du cirque. Voilà, les petites étoiles, ça m'a toujours fait rêver. Présenter un numéro. Présenter un numéro tout seul, je ne sais pas si je saurais faire. Mais on est un groupe, c'est ça notre force. Moi, je suis sûr qu'on est cap. Moi, j'ai toujours rêvé d'être Madame Loyal. C'est qui celle-là? C'est Monsieur Loyal au féminin. Les ados? Monsieur Loyal, c'est le patron du cirque et c'est lui qui présente les numéros. Mais on n'a pas de piste, on n'a pas de chapiteau. On a notre cerveau, on imagine. Allez, dégagez le plateau là. Allez hop, on va s'y met. Moi, j'ai un fouet. Je peux être dompteur. Mais on n'a pas d'animaux sauvages. Mais si, à moi. Ah ouais. Souvenez-vous de mon rôle dans le songe d'une nuit d'été. Allez Max, viens, on va répéter. Ah mais je viens. Moi, je me sens capable de faire le régisseur. Oui. Appelez-moi Régis le régisseur. Et moi, je me sens capable de m'occuper de la musique. J'ai ma casquette de DJ maintenant. Appelez-moi DJ Anto. Ouais. Oh, carrément. Allez, prépare-moi une bonne musique. Je vais aller chercher mes accessoires de jonglage et je vais vous faire un numéro qui va vous espanter. Bientôt, tu peux me mettre la musique de motivation pour le kung fu? Ok. Est-ce que je peux jouer avec toi? Psycho. Ok. Psycho. Psycho. Viens m'attaquer. Mais on dirait que la soupape chauffe. Je vous demande d'applaudir. Écoute ton cas à ta place. Mesdames et messieurs, notre spectacle a commencé à la vitesse d'un TGV. Mais il faut que je me présente. Je suis le chef de gare. Le chef de piste, Madame Loyal. À présent, nous allons accueillir Spartaco et son prodigieux lion. Regardez ce fouet. Et admirez son nom. Dans le monde du cirque, ce fouet de petite taille se nomme Perpignan. Et puis, il est fabriqué plus précisément dans le CAT où tu travailles, n'est-ce pas? C'est cela même. Lémi Poucou
singuliers, et ce depuis des temps très reculés. À présent, ce spectaculaire dompteur va enchaîner les prouesses avec son fort valion très féroce. Admirez sa crinière. Regardez ses griffes. Ah, écoutez ce rugissement qui glace les os. Et maintenant, regardez bien les yeux de Clarence, car c'est son nom. Il est capable de loucher à volonté. Et maintenant, vous allez apprendre ce que Spartaco, maintenant vous allez savoir, ce que Spartaco a pu apprendre à faire à Clarence. Retenez bien votre souffle, car c'est exceptionnel ce que ce lion est capable de faire. Il parle. Mesdames et messieurs, j'ai commencé ma carrière de lion dans une pièce de Shakespeare, Le songe d'une nuit d'été. J'étais la vedette du spectacle. Maintenant, quelque chose de plus exceptionnel, car cet animal sauvage a plus d'un tour dans son sac. Musica! Dans la jungle, terrible jungle, le lion est mort ce soir. Et les hommes tranquilles s'endorment, le lion est mort ce soir. Et avouez, elle vous a fait tourner la tête. Donc maintenant, c'est l'autre acte. C'est à moi. Elles sont bonnes mes cacahuètes, cacahuètes, chocolat glacé, bonbons. Excusez-moi, est-ce que vous aurez quelque chose d'un peu plus fort? Quoi par exemple? Un œuf de poule? Oh. Mais nous n'avons pas ça en réserve, monsieur. Par contre, j'ai quelque chose d'exceptionnel pour vous. Savez-vous que maintenant, la mode,
c'est les insectes. Insectes baveux. Insectes rampants, insectes volants. Non, délicieusement cuisinés à l'huile d'olive. Déshydratés, lyophilisés, en poudre, cramés. Oh non, mais bien cuits. Cuits à volonté. Ça croustille sous la dent. C'est bon, c'est trop bon. Ah, je vous recommande d'essayer. Araignée. Ah, on se voit à la fin de l'heure. Ok. Ok. Allez, elles sont bonnes mes sauterelles. Scolopendre, scorpion, bonbon. Vous avez vu ma nouvelle affiche? Ah ouais? Non. Waouh! Ah, tiens, assurez-toi. Le cabaret de la Maison Bleue. Mesdames et messieurs, notre spectacle, le cabaret de la Maison Bleue, reprend avec notre Hercule, Monsieur Biscotto. Un homme d'une force extraordinaire qui va vous épater. Waouh! Mais que fera-t-il à la main? C'est une tige de fer. Impossible à tordre pour le commun des mortels. Attends, N'est-ce pas, madame? C'est pas impossible. Mais Monsieur Biscotto n'est pas le commun des mortels. Regardez ce qu'il arrive à faire. Il tord ce fer comme si c'était du caoutchouc. Je suis un passionné des volatiles, un passionné des oiseaux. Et d'ailleurs, je vais vous en faire quelques-uns. Le moineau, très bien, j'ai entendu là-bas. Le colibri, c'est ça. Le pivert. Et là, je suis L'oiseau migrateur. L'oiseau migrateur. Il y a aussi le ménarque. Il y a aussi le ménarque. Il y a aussi le ménarque. Tais-toi, Coco! La perdrix? La perdrix rouge, c'est bon ça, c'est pas compliqué. Plof, plof. Plof, plof. Vous démarrez. Plof. Et maintenant, celui qui est le record du monde.
qui fonce sur sa proie jusqu'à 350 km/h. Non, mais je vous préviens, il ne mange que des rongeurs. Il s'agit du faucon pèlerin. Et enfin, celui qui a la plus grande envergure, je précise, jusqu'à 3 mètres d'envergure. El condor passa. Mon nom est Pong. James Pong. Nous allons faire de la magie. I'm happy. Va me chercher mon chapeau et ma baguette. En même temps? Oh oui. C'est pas trop? Oh non, oh, soyons fous. Oh, mon grand chapeau et mon gros pavot. Pong. Pong! 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 Bon, passons aux choses sérieuses. Mon chapeau. Pong! Mesdames et messieurs, j'allais assister à des numéros phénoménaux. Tu fais les bruitages? Oui. C'est pas une colombe. Canard colombe. La colombe, hein. Vous n'avez pas tout vu. Une grenouille. Non, c'est un crapaud. C'est un crapaud. Encore plus exceptionnel. Oh, il n'y a plus rien dans le chapeau. Une puce. Elle a pris la tangente. Mesdames et messieurs, maintenant le clou du spectacle. Un numéro inédit que nous ne ratons jamais. Nous allons disparaître.
Et je peux réaliser un numéro de haute école avec mon cheval qui s'appellerait Bijou. Et d'ailleurs, bah le voilà. Voilà Bijou, messieurs. Là, oh, marche Bijou, marche. Regardez cette magnifique robe alezane aux poils dorés et brillants. Et cette encolure fine et musclée, puissante en même temps. Et cette crinière soyeuse. Et ces petites oreilles mobiles, attentives au moindre de mes mots. Et ces yeux pleins de vie et d'intelligence. Qui remarque tout? Qui remarque tous ces yeux. Bijou, là. Oh, là. Je vais maintenant me mettre en scène. Vu d'en haut, le monde. Et tout d'abord, je démarre avec le piafé. Il s'agit pour le cheval, oh là, de trotter sur place en levant ses membres le plus haut possible. Admirez le piafé. Bijou. Bijou. Piafé. Bijou, piafé, on y va. Là. Oh. Oh. Et j'enchaîne avec le passage. Même consigne. Le cheval va lever ses membres le plus haut possible en trottant, et cette fois-ci en avançant. En fait, il se propulse vers l'avant en levant ses membres le plus haut possible. Je suis pas sûre d'être très claire sur ce coup-là, mais bon, vous voyez un peu l'idée générale. Hein. L'important, c'est qu'on comprenne. Voilà. Bijou, marche d'abord. Bijou. Ouais. Bijou. Ça demande beaucoup de concentration pour moi aussi. Pas que pour le cheval. Bijou. Passage. Alors, il est essoufflé, je suis essoufflé, je sens son cœur qui bat plus vite, parce que ça demande beaucoup de force de faire ça. On a l'impression comme ça qu'il danse, vous voyez, qu'il danse avec élégance. Mais en fait, c'est beaucoup de travail. Des heures et des heures d'apprentissage, de communion entre la bête. Et alors ça le détend le petit galop, vous voyez, comme ça. Galope, gentiment. Je peux même faire quelques figures, ça le détend beaucoup les figures. Pour le commun des chevals, hein, c'est compliqué, mais lui, regarde. Appuyez à gauche. D'une main, voilà. Appuyez à droite. Pirouette au galop. Un galop un peu plus soutenu. Ah, oh, là, oh, contre. Je pourrais réaliser un exploit devant vous, là.
Ah ouais, un truc de dingue. Donc, je pourrais galoper à recul. Mais ça, bon, je le réserve pour le prochain spectacle de la maison. Voilà, je descends. Alors, Bijou à l'écurie, s'il te plaît, sur vos applaudissements. Il est formidable, hein. Il est vif, il est intelligent, il comprend tout. Il est obéissant. Il est... Oh là là là. Oh! Mais Bijou, mais tu me pousses là! Que se passe-t-il? C'est un sacré caboteur! Ah oui, c'est ça, il est cabotant. Alors, vas-y, je te laisse la piste, Bijou. La piste est à toi. Ça aussi, on l'a répété des heures. Non, parce qu'en fait, je vous explique. Fini le boulot, c'est ma nuit qui commence.
docteur Spartaco, Max. Dans le rôle de Kung Fu Loco, Sabine. Dans le rôle de la rugissante lionne, Caro. Présentatrice de panneaux, j'ai nommé Floriane.